il y a la Banque mondiale qui a financé un projet qui est un projet urbain, un projet de développement urbain. Et qui a commencé en 2018. D'accord. 2018-2019. Monsieur Adam, j'espère qu'il nous entend bien. En 2020, oui. En 2020, quand il y a eu Covid, oui. Ça n'a pas tellement chamboulé le projet. On a continué, mais en 2022, avec quand nos amis ont voulu nous distraire au nord du Togo. Ah, ok, d'accord. Voilà. Et Pierre a souhaité qu'on avance dans certains projets au nord là-bas pour pouvoir contenir, vous voyez, c'est comme ça qu'il faut, voilà. Et donc, les sous-projets qui étaient, les travaux qui, voilà, on a rapidement arrêté ça et réaménagé le PTBA pour pouvoir exécuter d'autres travaux à la place des autres qui étaient prévus dans le projet. Le PTBA, c'est le plan de travail pluriannuel. C'est pluriannuel, janvier. Une structure d'année. Bon, oui, bien sûr. Chaque structure a son plan. Et PTA, plan de travail annuel. Le lien avec les marchés publics, c'est que du côté des bailleurs, du côté des pays, vous n'avez pas les mêmes horizons. Ça, il faut être clair. Vous n'avez pas les mêmes horizons. Vous avez des horizons annuels. Le bailleur de fonds ne recommande pas l'horizon annuel. Il recommande un horizon sur 1,5 minimum. Toujours 18 mois minimum. C'est comme ça. C'est pourquoi le plan, quand vous voulez faire un plan de passation de marché avec un bailleur de fonds initial, c'est-à-dire le tout premier que vous faites là, initial là, le minimum de la durée de planification est de 18 mois. À vous maintenant d'intégrer cela de façon séquencée à vos plans annuels. Je ne sais pas si vous voyez, c'est différent. Maintenant, c'est à vous d'intégrer ça dans vos PTBA, dans vos plans annuels, mais lui, dans sa demande de planification, il recommande le minimum de 18 mois en termes de projet. Le projet peut durer 5 ans. Maintenant, si vous avez de quoi faire sur 5 ans, c'est bon pour lui. Ou bien. Mais le minimum, là, si vous êtes paresseux, là, c'est 18 mois. Ça, je comprends. Ce n'est pas les mêmes horizons. Ça, c'est la première chose. Et au niveau de la réallocation, de la réaffectation du réaménagement, il faut qu'on se suive très, très bien. Et si je posais la question à M. Kabirou, parce que quelqu'un a dit, M. Kabirou, vous avez une idée de différence? Ou bien j'avance? Allô? Vous avez une idée des 3 différences ou bien j'avance? Il faut avancer. D'accord. Ici, la première chose que vous devez noter, c'est que c'est une question d'abord liée à de la planification financière des projets. Premier point. Deuxième point, il s'agit maintenant de la gestion financière qui a une incidence sur le procurement, c'est-à-dire la passation des marchés. La réallocation des ressources, réaffectation et réaménagement, tout part d'abord de ce qui a été prévu en termes de gestion financière du projet, notamment le schéma de financement d'un projet. Dans tout projet, vous avez un schéma de financement qui est la déclinaison de tout ce qui est prévu en termes opérationnels. Bon, dans un schéma de financement, ou si vous voulez aussi un plan de financement, parce que il faut avouer que le mot schéma de financement, on l'utilise beaucoup plus quand c'est les composants seuls qu'on a présentés. Mais le plan de financement, on l'utilise beaucoup plus quand on a fait le plan composante par composante. Vous allez voir que la Banque mondiale parle de plan de financement, parce qu'on fait ça de façon, chaque composante a son plan de financement. On parle même de plan estimatif. C'est la même chose. Donc, il faut d'abord partir de ce qui est prévu, que vous avez signé avec le bailleur et qui est contenu dans l'accord juridique. Parce que quand tout ce qui est dans l'accord juridique est quoi? C'est juridiquement contraignant.
Donc, il faut tenir compte de ces paramètres. Donc, vous regardez ici, vous avez composant numéro 1, composante numéro 2, composant numéro 3, composant numéro 4 et le total. C'est quoi une composante? C'est un ensemble d'activités superposables. Oui. C'est quoi la composante en fait? C'est comme quand vous avez votre basse-cour. Je ne sais pas comment vous appelez ça dans les fermes. Je ne sais pas comment quand vous gérez vos animaux, la bétail, poulailler et tout ça. Ouais. Bon, poulailler, c'est malheureusement pour les poules. Mais vous avez quoi? En termes de composantes, si vous voulez faire des composantes au niveau de la ferme, vous savez ce que vous allez faire. C'est le même principe ici, hein, comme marché public. Vous allez mettre par exemple, regardez, composante 1. Composante 2. Composante 3. C'est à titre illustratif. C'est juste pour que vous puissiez comprendre l'esprit qui est derrière les composantes. Vous allez mettre ici en composante 1 les poules, les pintades, les cailles, merci. On peut s'arrêter là. Hein. Oui. En composante 2, vous mettez quoi? Les moutons. Les moutons, oui. Chèvres, si vous voulez. Bien le bœuf, les bœufs. Vous mettez ici les bœufs et les vaches. Par exemple, composante 2, ça. En composante 3, maintenant, vous allez aller mettre, par exemple, les lapins, les agoutis, les olacodes. C'est pas ça, agoutis aussi? Oui, c'est le même ancêtre. Agouti, je pense que c'est la viande préparée. Ou bien je me trompe, ou bien c'est un animal qui s'appelle agouti. Ah, moi, je sais pas. Les deux sont dans la côte qu'on appelle. Bon, si vous voulez, on va faire tout, on peut même les cobayes. Oui, voilà. N'est-ce pas? Oui, cobayes. Les cobayes ensemble. Vous voyez comment est-ce que c'est composé, non? Oui. Vous voyez? C'est de façon homogène et superposable. C'est de la même manière de faire, c'est la même manière que le bailleur de fonds aussi fait ses composantes. Est-ce que vous comprenez? Oui. Mais vous allez voir comment ça peut agir sur le packaging. Le packaging peut amener, par exemple, je ne sais pas, il y a une herbe, par exemple, que vous voulez acheter, que vous avez prévu acheter, des herbes, ou un produit de nutrition, qui est applicable en même temps au mouton et au lapin. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Donc, vous avez prévu ça chez les moutons ici pour l'acheter, vous avez prévu aussi une quantité aussi chez le lapin. Oui. Mais est-ce que vous allez aller lancer deux marchés pour dire j'achète le même produit là pour ici, et après vous lancez un autre marché pour dire j'achète le même produit? Ça n'a rien d'efficient. Ce n'est pas efficace. Donc, vous faites quoi? Vous regroupez les deux là en un marché et vous le lancez, puis c'est la même nature. Et vous le lancez. Mais l'imputation budgétaire ne sera pas la même. C'est différent. Voilà. Il y aura des imputations budgétaires différentes. C'est tout. En termes de réallocation de ressources, c'est quoi? Si je peux vous résumer, le packaging, c'est genre une mise en lot. Hein. Non, pas l'eau, c'est pour ça. Le regroupement. C'est le, on appelle du, merci. Le packaging, c'est le regroupement des marchés. Voilà, tout simplement. Okay. Mais quand vous dites l'eau, c'est que c'est un peu réducteur. Ça peut être des lots comme ça peut ne pas être des lots. Voilà. Donc, il ne faut pas mettre l'expression allotissement en premier. Le packaging n'a rien à voir forcément avec l'allotissement. C'est deux choses différentes. Les objectifs même sont différents. Parce que d'abord, même l'un va à l'opposé. Le packaging regroupe alors que l'allotissement subdivise. L'allotissement a des objectifs définis. Oui, je n'ai pas compris. Technique. Le packaging, là, c'est quoi? Le packaging, d'accord. Vous avez parlé des herbes, par exemple. Qui sont alloués aux composantes. Vous pouvez appeler l'herbe A. Par exemple, nous, on appelle ça herbe A, je ne sais pas trop. Et le mouton a besoin de 10 kg. L'herbe A aussi, le lapin a besoin de 5 kg. Vous n'allez pas aller dire je veux 10 kg d'herbe A, un marché, 10 kg, 5 kg d'herbe A, un autre marché, vous lancez aussi. Ça ne sert à rien. C'est les mêmes herbes là. Et là, on peut la présenter. Mais là, vous allez lancer quoi? Pas un lot. Vous lancez un marché d'herbe A de 15 kg. Voilà. Est-ce que vous avez compris? Ça fait herbe A, mais lui, il prend 10, il prend 5. Mais comme ils sont dans des composantes différentes, vous lancez un marché d'herbe A de 15 kg. J'ai compris. Maintenant, c'est à vous dans la répartition de répartir et de façon budgétaire aussi. Oui. C'est lui qui va consommer pour 10 kg, lui va consommer pour 15 kg. Ça, il dit 5 kg. Le saucissonnage. C'est même pas le saucissonnage. Ça évite de faire deux marchés identiques qui ne servent à rien avec des procédures. Ça ne sert à rien, vous allez perdre du temps, ce n'est pas efficient. Alors que l'allotissement, c'est différent. L'allotissement, c'est différent.
C'est-à-dire, vous avez un marché, par exemple, de matériel de, je sais pas, un marché de matériel de bureau. de matériel informatique qui est dans une composante, Voilà, oui. et vous décidez d'allotir. Pourquoi? Pour des besoins d'abord d'efficience, pour des besoins, parce que l'allotissement fait face à un risque. Hein. Comme on dit, on ne met pas tous ces jeux dans le même panier. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, vous dites l'OA, par exemple, on a parlé de quel type de marché? On a dit quoi? Matériel informatique. Matériel informatique. L'OA, ordinateur de bureau. L'OB, ordinateur portatif. L'OC, logiciel, si vous voulez. Ça, c'est de l'allotissement, par exemple. C'est un exemple d'allotissement. Et on peut le faire de plusieurs manières. Récemment, la Banque mondiale a rejeté un de nos dossiers comme ça en nous demandant d'allotir. Voilà, d'allotir. Et c'est exactement comme ça. Nous avons mis matériel informatique. Non, ils vont vous demander, ça va dépendre. Parce qu'il y a un objectif derrière l'allotissement. On ne met pas tout ça dans le même panier, on est d'accord. Mais de l'autre côté, ça permet à plus d'une entreprise. Parce que vous-même, c'est vous que ça protège. Ça promet, c'est ce qui fait que vous allez voir en combinaison la plus avantageuse. C'est ça qui induit la combinaison. Parce qu'il y a des gens qui disent, je mets mon marché en 3 lots. Mais une entreprise gagne les 3 lots, mais tu reviens au même finalement. Tu n'as pas réglé le souci qui a derrière la conception de l'allotissement, tu ne l'as pas réglé. Si une entreprise venait prendre les 3 lots, tu n'as pas réglé le problème. C'est comme s'il a pris tout le marché. Donc, il y a cette discussion-là qu'on va avoir dans l'étude de cas. Maintenant, est-ce que c'est compris la différence entre packaging et allotissement? C'est bon? Oui, c'est bon. Donc, ça veut dire qu'on a déjà expliqué ça là. C'est bon? Oui, c'est bon. Revenons maintenant ici. La réallocation des ressources, c'est quoi? Permettez-moi de mettre ici prévision. Et ici réalisation. Ça ne se présente pas comme ça dans la réalité, mais c'est pour vous compléter. La réallocation des ressources va faire quoi? Ici, on a prévu 50 millions, 60 millions, 40 millions, 50 millions, ça fait combien? 200 millions, n'est-ce pas? Oui. Ça, c'est la prévision. Mais la réallocation des ressources dit, ici, à la réalisation, vous vous rendez compte que vous avez passé le marché à hauteur de 60 millions. N'est-ce pas? Mais après, ici, vous avez combien? 50 millions. Ici, quoi, il y a quoi? Un reliquat de combien? Il y a un gap plutôt de combien? De 10 millions. Alors qu'ici, il y a un reliquat de combien? De 10. Ça veut dire que logiquement, ça se compense entre deux composantes différentes. Oui. Mais le souci, c'est que si jamais vous utilisez le reliquat de cette composante, vous l'imputez ici, vous faites des détournements de ressources. C'est des détournements de fonds. Oui. Si jamais vous utilisez l'argent d'une composante sur une autre composante, vous avez des détournements de ressources. C'est des détournements de fonds, on appelle ça. C'est pas autre chose, ça n'a pas de expression. Pour le pays ou bien pour même le même projet. Je parle aussi dans le même projet. C'est-à-dire que tu utilises l'argent parce que tu as un reliquat sur une composante, tu prends ça pour dire, tu vas payer une autre composante, le gap sur une autre composante directement. Si tu fais ça en tant que RAF ou bien le pays le fait, c'est un détournement de ressources sur le projet. Quand on dit qu'on a détourné l'argent, je ne veux pas dire que la personne a pris l'argent dans sa poche. Le seul fait de faire ça, c'est un détournement de ressources. Ça veut dire juste que tu as détourné l'argent de son objectif initial. Il n'était pas prévu pour ça. Même s'il y a un reliquat, tu ne peux pas l'utiliser là-bas. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà. Mais tu peux l'utiliser à une condition. Que le bailleur de fonds, tu renvoies ça au bailleur de fonds. Et il t'autorise d'avoir le fait, une analyse t'autorise à le faire. Et vous faites un plan de réaménagement. Vous faites ce qu'on appelle un schéma de financement révisé. Qui tient compte maintenant, c'est ça qui devient le dernier schéma de financement que vous allez utiliser. Et c'est là que vous allez voir que ça va faire, le nouveau schéma de financement va devenir 60, 50, 40, 50. Si tu fais les 200 millions. Vous êtes d'accord? Donc ça la devient maintenant caduque. Dès qu'il valide la réallocation, ça la devient caduque. Et c'est ça là maintenant qui entre en vigueur. C'est-à-dire le plan, ce qu'on appelle le schéma de financement réalloué. C'est lui qui devient maintenant le tout nouveau. Et il fait en même temps l'objet d'un avenant. Parce que ça a été conduit de l'accord de financement. Et tout ce qui va toucher l'accord de financement est un avenant. Voilà. C'est ça la réallocation de ressources. Est-ce que vous avez compris? Madame, vous avez compris? Oui, c'est la réaffectation de ressources, c'est quoi? La réaffectation de ressources, c'est quand vous décidez, parce que n'oubliez pas que dans une composante, il y a plusieurs activités. Il y a le A, le B, le C, le D. Vous allez prendre l'argent de quoi? D'une composante A, d'une sous-composante A. Parce que les 50 millions, c'est peut-être 10 millions, 10 millions, 10 millions, 10 millions, 10 millions. Si on sait prendre 10 millions, c'est ça en fait. Une question rapide là. Oui. Est-ce qu'il peut arriver qu'on fasse une allocation sur trois composantes différentes? C'est-à-dire que
Ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça peut arriver, c'est pas forcément deux, ça peut être des composantes. Mais vous devez passer par un plan de réallocation systématiquement. Peut-être que vous avez une économie ici, et un gap de 20 millions. Imaginez ici qu'on avait un gap de 20 millions. On va utiliser les 10 là, pour ça. Donc ça touche 3 composantes, il n'y a pas de problème. Si c'est validé. Donc ici, vous avez le A, B, C, D. Vous avez 5 activités. Mais vous utilisez l'argent de la composante, le reliquat. Ici, par exemple, c'est 10 millions. Et ici, c'est 10 millions aussi. Mais si vous avez passé le marché à 12 millions, mais ici, vous l'avez passé à 8 millions. Vous voyez que ça se comprend toujours. Oui. Mais vous êtes à l'intérieur, vous restez dans la composante. Vous n'êtes pas sorti de la composante. Là, vous n'avez pas besoin d'une autorisation du bailleur de fonds. Là, ce n'est plus comment dit-on? Ce n'est plus du détournement de ressources là. Est-ce qu'on se comprend? Vous êtes à l'intérieur de la même composante. Mais le réaménagement des ressources, c'est quand on a eu des reliquats. Par exemple, supposons ici, on est à fait 50, ça fait 20 millions de reliquats au total. Donc, on a 20 millions qui restent et on décide d'aller créer une composante qui n'existait pas, numéro 5. Je ne sais pas si vous voyez, qui n'existait pas, pour lui mettre les 20 millions à disposition de reliquats là. Ça change encore le chemin de financement. C'est là qu'on parle de réaménagement des ressources. Mais ça, c'est une question en faisant un avenant. Une question. Pas un avenant. L'avenant est lié à un marché spécifique. Ici, c'est même une activité qui n'existait pas à la planification. On ne crée on pas crée maintenant. Oui, une question. Pardon? On ne crée pas, on ne forme pas les bailleurs avant de. Non, on le fait, je l'ai dit. Il faut forcément que le maître autorise à faire ça. Et c'est ce qui va m'amener à la question du reliquat tout à l'heure. Oui, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que le réaménagement n'implique pas que toutes les composantes soient bouclées avant que. Je suis d'accord. C'est pourquoi il dit que ça m'amène au reliquat. Et si vous voulez, gestion du reliquat sur le prêt. Je comprends ce que vous dites, c'est-à-dire la gestion du reliquat peut vous cogner un réaménagement. Et c'est les deux options. Vous avez réaménagement comme option ici, et vous avez renonciation. Vous finissez d'exécuter toutes les composantes. Sur un prêt de 20 milliards, vous vous rendez compte qu'il vous reste 2 milliards sur les 20 milliards. Donc vous avez consommé combien? 18 milliards. Oui. Les 2 milliards, les gens on fait comment? C'est 2 milliards de crédit, c'est même pas chez vous. Ça fait 2 milliards de crédit à consommer. Vous faites comment? On ne retourne pas, on demande, on sollicite. Donc, on va dire on ne retourne pas, c'est toi qui vas le faire de retourner. Si c'est vous qui moi, je n'aurais pas retourné. Vous avez compris. Maintenant, si tu refuses de retourner, qu'est-ce que tu veux faire avec l'argent? Tu fais quoi les 2 milliards? Il faut que je précise ce que je veux faire avec. Explique-moi. Tu fais quoi les 2 milliards? Moi, je suis battu qui emprunteur. Dis-moi ce que tu fais les 2 milliards. Bon, si dans le même temps, j'ai un projet, si je prends un cas d'électricité, et que le premier projet m'a permis, par exemple, de faire des extensions de réseau électrique, et que ça reste, je peux solliciter l'avis du bailleur pour, par exemple, demander des compteurs prépayés à mettre à la disposition de la société distributeur d'énergie, bien distributrice d'énergie. Mais il faut que ce volet-là ne soit pas prévu initialement dans les composants. Et donc, si je vous comprends bien, oui. Je ne parle pas de la renonciation parce que vous voulez consommer les 2 milliards. Je veux composer. En bon, mais je ne vais pas laisser dans la partie. Voilà. Donc, les 2 milliards qui restent, oui. Ça va forcément, quand tu prends l'option du réaménagement de ressources. Oui. C'est-à-dire, quelque chose qui n'était pas prévu initialement, voilà. Mais tu vas lui affecter le reliquat. Oui. Donc, ce reliquat-là va être lié à une activité. Donc, l'activité numéro 5 ici est une activité qui n'est à un double caractère, n'existait pas. On est d'accord? Oui. Mais à un lien de consolidation avec ce qui était prévu. Est-ce qu'on se comprend? C'est la seule option. C'est-à-dire, vous êtes sur un projet de construction de logements sociaux. Vous finissez le projet là. On rend grâce au Seigneur. Et il reste 2 milliards sur le projet. Vous dites que vous voulez aller faire quoi maintenant? Vous voulez aller financer un périmètre irrigué quelque part. Vous n'allez jamais avoir l'autorisation là. Vous savez pourquoi? Ça ne vient pas. D'abord, même ça, un des critères sur 2. D'abord, ce n'était pas prévu, on est d'accord? Mais ça, quel est le rapport de consolidation que ça a avec les logements sociaux? Expliquez-moi. Ça ne passera pas en chose. C'est ça qu'on appelle comment? Comment maintenant on va appeler le type de travaux que vous allez faire ici? L'activité là va s'appeler comment? Travaux confortatifs. Vous savez ce que ça? Pourquoi? Parce que ça vient conforter ce qui était déjà là. Mais si par exemple, vous avez 18 milliards
vous avez 2 milliards qui vous restent sur la construction de vos, c'est 20 000 logements chez vous, 20 000 logements sociaux, et qui vous reste 2 milliards. Mais vous décidez de dire, pour les 2 milliards là, au niveau des logements qu'on a fait, soit nous on va utiliser ça pour faire par exemple un terrain de basket et des terrains de football. Dans les logements, au niveau des logements. On est d'accord? Ça a un lien de consolidation, oui ou non? Vous pouvez même décider de faire des ouvrages de la VRD additionnelle, oui ou non? C'est complémentaire. Vous pouvez décider même de parler des endroits qui n'étaient pas prévus. Tout ça viendra consolider via ce qui a été déjà fait. Est-ce qu'on est d'accord? C'est ça les travaux confortatifs. Et vous ne pouvez pas prendre l'argent et aller utiliser dans quelque chose qui n'a rien à voir avec, qui n'a aucun lien de consolidation avec ça. Est-ce que vous comprenez? Donc ça, c'est le réaménagement des ressources que cela va induire. On est d'accord? Maintenant, la renonciation, c'est quoi? Il y a des pays qui disent, bon, moi, les 2 milliards là, j'en veux pas. C'est leur droit. Hein? Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il recrie pour demander l'annulation des reliquats du prêt. Dès qu'il s'est validé, ça veut dire quoi? Qu'il ne paiera que 10 milliards. Ou bien, tu me fais un prêt de 20 milliards et c'est 10 milliards, il y a consommé. Puisque l'argent, les 2 milliards sont théoriquement chez toi. Donc, je dis, bon, les 2 milliards là, bon, c'est déjà suffisant, moi, je n'en veux plus. Donc, c'est 10 milliards arrêtés qui devient le prêt. Donc, je ne rembourse que sur la base de 10 milliards finalement. N'hésitez pas à vous abonner au compte YouTube de Bass Consulting et cliquez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.